Donald Trump cible directement l'Europe et le divorce semble plus réel que jamais. Au début du mois, le gouvernement américain a publié un document officiel qui critique frontalement ceux au pouvoir en Europe. Mais alors, comment analyser cette position de Trump? Quelle réponse de l'Europe? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. L'Europe sera méconnaissable dans 20 ans ou moins si les tendances actuelles se poursuivent et son déclin économique est éclipsé par la perspective réelle et plus abrupte d'un effacement civilisationnel. Ces mots, ils sont issus de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui a été publiée le 5 décembre dernier. Ce document officiel, il a été publié par la Maison Blanche, il a donc été validé directement par Donald Trump et c'est un document publié à chaque mandat qui vise en fait à donner une sorte de ligne directrice pour le gouvernement américain. C'est souvent un document qui est très attendu et disons-le ici, eh bien les réactions ne se sont pas faites attendre. De nombreuses personnes ont souligné l'approche radicale de Trump sur un certain nombre de sujets qui montrent donc l'évolution par rapport au mandat précédent. Alors selon ce document qu'on va analyser ensemble, l'Europe pourrait devenir, je cite, méconnaissable dans 20 ans ou moins. Il met en avant, selon lui, je cite, la perte des identités nationales, la chute de la natalité, la répression des oppositions politiques ou encore une censure de la liberté d'expression. Le document affirme aussi qu'à long terme, il est plus plausible que certains membres de l'OTAN soient à majorité non européenne. Fin de citation. Enfin, il appelle à corriger la trajectoire actuelle de l'Europe. Alors, comment analyser maintenant ce discours? Vous allez le voir, il y a plusieurs choses importantes à comprendre. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce discours, en soi, c'est pas réellement une surprise, dans le sens où il calque sur l'Europe le même discours que celui qu'il tient aux États-Unis, concernant l'immigration notamment. Il est globalement ici aligné avec le discours de l'extrême droite européenne. On l'avait déjà analysé dans le passé, donc on va pas revenir sur ce point spécifique aujourd'hui, mais on en reparlera. L'autre point qui est peut-être intéressant et pas connu de tous, c'est sur cette question de la liberté d'expression. Quand Trump estime que la liberté d'expression est en danger en Europe, en fait, il y a plusieurs objectifs qui sont derrière. Premier objectif, évidemment, apparaître lui-même comme un défenseur de la liberté d'expression, alors qu'il est décrié, notamment depuis son retour au pouvoir, pour ses moyens de pression contre les contre-pouvoirs aux États-Unis, que ce soit les ONG, que ce soit les médias, etc. Là-dessus, si vous suivez la chaîne, je pense que vous êtes au courant de tout ça, on en parle régulièrement. Mais son objectif, c'est aussi de défendre un modèle américain où la liberté d'expression est plus ouverte en quelque sorte qu'en Europe. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, les propos néo-nazis, par exemple, ils sont autorisés. C'est légal de tenir des propos néo-nazis tant qu'il n'y a pas de menace directe contre quelqu'un. C'est pas le cas en Europe, évidemment, où c'est des discours qui sont interdits. Mais au-delà donc de ces raisons idéologiques, il y a aussi des questions économiques. En fait, en faisant cela, Donald Trump, il s'oppose en réalité aussi à des lois économiques européennes, des lois aujourd'hui qui veulent en fait obliger les plateformes présentes en Europe à modérer les contenus haineux ou illicites sous peine d'amende, et des amendes qui peuvent être extrêmement importantes. Et pourquoi est-ce que ça énerve Donald Trump? Déjà parce que idéologiquement, on l'a dit donc, ce n'est pas aligné avec sa vision, mais surtout parce que c'est des lois qui ciblent directement des plateformes alliées. On peut penser à Meta, X, etc. C'est des plateformes déjà qui sont américaines, donc c'est vraiment des géants américains, mais au-delà de ça, dans le cas de X par exemple, évidemment Elon Musk reste proche de Donald Trump, et donc Donald Trump a aucun intérêt à voir un acteur comme ça européen mettre des amendes régulières à X, alors que X par ailleurs, dans son fonctionnement aujourd'hui, permet de propager la vision de Donald Trump sur la société. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces lois, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur le commerce, que ce soit aussi sur la question des normes environnementales, toutes ces lois aujourd'hui, elles sont votées à l'échelle européenne. Et ça, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle le camp de Donald Trump soutient aussi activement des partis d'extrême droite en Europe. Ces partis, généralement, globalement, ils sont alignés avec les États-Unis sur un certain nombre de sujets politiques, mais en plus, ce sont souvent des partis qui sont favorables à ce qu'il y ait davantage de prises de décision qui soient prises à l'échelle nationale plutôt qu'à l'échelle européenne. Et ça, quoi qu'on en pense, Donald Trump y est davantage favorable, puisque aujourd'hui, on le voit dans la façon dont il mène sa politique, il préfère pouvoir négocier comme ça avec chaque pays différemment, plutôt que de faire face en quelque sorte à un bloc comme l'Union européenne qui serait capable comme ça auprès de centaines de millions d'habitants d'imposer des normes ou d'imposer des changements. Alors après, ce soutien il prend différentes formes. Trump a par exemple qualifié en novembre dernier Viktor Orban, le premier ministre hongrois et figure de l'extrême droite européenne, de grand leader. De son côté, on peut noter aussi Elon Musk qui avait affirmé en décembre 2024 que, je cite, seul l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemand, pouvait sauver l'Allemagne. Il avait même participé à un meeting en visioconférence
vidéoconférence où il avait appelé à faire en sorte qu'il y ait moins de décisions justement prises à l'échelle européenne. Et enfin, tout ça, c'est aussi à noter que ça complète des critiques déjà importantes contre plusieurs pays de l'Union européenne qui sont accusés de ne pas contribuer à la hauteur attendue au budget de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux qui est menée par les États-Unis et dont fait partie notamment la France. Alors sur ce dernier point, on peut noter quand même qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers mois avec une forme de militarisation à l'échelle européenne très importante qui fait d'ailleurs débat chez beaucoup de pays européens. Mais tout de même, Donald Trump sait qu'il a un moyen de pression. Il sait que si les pays européens membres de l'OTAN ne contribuent pas assez au budget de l'armée, au budget militaire, eh bien Donald Trump peut se retourner contre eux et dire écoutez, vous ne contribuez pas assez à l'OTAN, donc si demain un pays vous attaque, eh bien les États-Unis ne viendront pas vous aider. Alors face à ces critiques directes, quelle a été la réaction des dirigeants européens? Eh bien globalement, les principaux dirigeants de l'Union européenne ont adopté une posture, disons, prudente, cherchant à désamorcer en quelque sorte les tensions. Officiellement, très peu se sont exprimés, mais le chancelier allemand, donc le dirigeant allemand Friedrich Merz, a notamment déclaré que la démocratie en Europe n'avait pas besoin d'être sauvée et que les questions internes devaient être gérées par les Européens. Il a également jugé certains points du document comme étant, je cite, inacceptables. Mais Kaja Kallas, qui est la chef de la diplomatie européenne, a également réagi. Elle a déclaré, je cite, que bien sûr, il y a beaucoup de critiques, mais je pense que certaines d'entre elles sont également fondées. Fin de citation. Elle a aussi affirmé que les États-Unis restaient, je cite, le plus grand allié de l'Union européenne. Vous l'aurez compris donc très clairement, l'objectif chez la plupart des dirigeants européens, c'est soit d'ignorer, soit en tout cas d'éviter la surenchère, probablement pour limiter la casse, puisque les États-Unis restent liés à l'Europe via l'alliance militaire de l'OTAN ou encore d'un point de vue économique. Mais cette stratégie donc visant en quelque sorte à faire profil bas, à ne pas réagir aux déclarations américaines, c'est une stratégie qui fait beaucoup de débats. On l'a vu dans la guerre commerciale qu'il y avait sur les droits de douane il y a quelques mois, et on le voit encore ici aujourd'hui où c'est des attaques frontales contre des dirigeants européens et des politiques, et il n'y a pas forcément énormément de réponses en face. A noter au passage que ce texte, il ne parle pas que de l'Europe évidemment, il évoque plein d'autres sujets, mais il y a des sujets qu'il n'évoque pas. Par exemple, on peut noter que le document a beau faire près de 33 pages et être donc bien un résumé long, mais un résumé quand même de la politique des États-Unis, eh bien il n'est mention à aucun moment par exemple du changement climatique, si ce n'est une fois pour citer le changement climatique comme étant, je cite, une idéologie désastreuse, fin de citation. Une déclaration donc complètement à rebours évidemment du consensus scientifique qui existe aujourd'hui sur la question du changement climatique. En tout cas, je voulais lire ce document pour voir en détail tout ça et la vision de Trump sur ce sujet. Je vous mets le lien directement en description. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour, notamment un nouveau point important sur la situation en Australie, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. Je voulais d'abord faire un point sur l'attaque terroriste antisémite qui a fait au moins 16 morts et plus de 40 blessés ce dimanche à Bondi Beach à Sydney en Australie. Le pays n'avait pas été frappé par une telle attaque depuis 1996. Deux hommes, un père et son fils, ont ouvert le feu sur la plage alors qu'environ 1000 personnes étaient rassemblées pour la fête juive de Hanouka qui se tient durant 9 jours au mois de décembre. Ce lundi, le Premier ministre Anthony Albanese a dénoncé un acte purement maléfique, antisémite et terroriste. Parmi les victimes, âgées de 10 à 87 ans, se trouvait Dan El-Kayam, un jeune ingénieur français de 27 ans. Originaire du Bourget en Seine-Saint-Denis, il travaillait à Sydney en Australie depuis à peine un an. Ce lundi, 5 blessés, dont 2 policiers touchés lors d'un échange de coups de feu avec les tireurs, sont encore dans un état critique. Les tireurs, justement, s'appellent Sajid et Navid Akram, selon la police australienne. Âgé de 50 ans, le père est mort sous les balles des policiers, alors que le fils, 24 ans, est blessé et est actuellement hospitalisé dans un état critique. Les autorités ne pensent pour l'instant pas que d'autres personnes sont impliquées dans l'attaque. En tout cas, il faut savoir qu'en 2019, le fils faisait l'objet d'une surveillance des services de renseignement australiens en raison de ses contacts avec un membre d'une cellule du groupe État islamique en Australie, arrêté et condamné pour la préparation d'un attentat. Sur une vidéo que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'un homme a tenté d'arrêter l'un des tireurs. Il lui agrippe le cou et lui arrache son fusil. Cet homme, c'est Ahmed Al-Ahmed, il a 43 ans et il est vendeur de fruits près de Sydney, selon le média 7 News. Il a été reconnu comme un héros par les dirigeants australiens et étrangers, du Premier ministre australien Anthony Albanese à Donald Trump. En France, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a demandé un renforcement de la sécurité autour des lieux de culte juifs. Le parquet national antiterroriste français a également annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête en France, parallèlement à celle des autorités australiennes. Cette enquête a notamment pour but, je cite, de permettre aux victimes et à leurs proches qui résident en France d'avoir accès aux informations relatives à l'avancement des investigations. Deuxième actu, face à la pression des agriculteurs,
Emmanuel Macron a demandé à la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE, le report de la signature de l'accord de libre-échange avec des pays du Mercosur, donc une alliance de pays d'Amérique latine. L'objectif de cet accord, c'est de permettre à l'Union européenne d'exporter notamment davantage de voitures ou de machines vers l'Amérique du Sud, qui en retour doit faciliter l'entrée de viande, de sucre, de miel ou encore de soja sud-américain. Ça faisait une vingtaine d'années que cet accord était discuté, mais il faisait face à pas mal de critiques. Ses opposants redoutaient qu'il fragilise certaines filières agricoles européennes, notamment françaises. Alors pour que le traité soit signé, il faut qu'il obtienne une majorité qualifiée des pays membres de l'UE, à savoir le vote favorable d'au moins 15 États représentant 65% de la population de l'Union européenne et non l'unanimité. Le problème, c'est que la France manque de soutien pour empêcher l'adoption du texte. En tout cas pour la Commission européenne, je cite, signer l'accord maintenant est fondamental, et elle a appelé ce lundi d'ailleurs à le signer avant fin 2025. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des agriculteurs concernant ce qui se passe en France, de nombreux blocages de routes et d'autoroutes ont lieu cette semaine, notamment dans le sud-ouest. C'est une réaction aux mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire, une maladie très contagieuse chez les bovins mais non transmissible à l'homme. La règle est la suivante: dès lors qu'un premier cas de dermatose nodulaire est repéré dans un troupeau, c'est l'ensemble du troupeau qui doit être abattu, sauf que les agriculteurs, des éleveurs et les militants s'opposent à ces abattages qu'ils jugent dévastateurs pour les exploitations et contraires au bien-être animal. Ils réclament d'autres solutions comme la vaccination des troupeaux lorsqu'un cas est détecté. Un nouveau foyer de la maladie a d'ailleurs été détecté à Paumas dans l'Aude où 10 bovins ont été abattus ce dimanche selon la préfecture. On continuera de vous tenir au courant. Troisième actu qui concerne la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu pendant près de 5 heures avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner à Berlin en Allemagne ce dimanche. L'objectif, convaincre les États-Unis qu'un cessez-le-feu doit être mis en place en Ukraine sans que celui-ci n'implique de céder des territoires à la Russie. Selon Steve Witkoff, beaucoup de progrès ont été faits. Peu avant le début de ces négociations, Volodymyr Zelensky avait déclaré que son pays avait abandonné l'idée de rejoindre l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, selon le Financial Times et Reuters. Cette concession s'accompagne cependant d'une condition selon Zelensky: si l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN, il réclame, je cite, d'autres garanties de sécurité contraignantes pour protéger son pays face à la Russie, mais pour le moment, on ne sait pas encore quelles pourraient être ces garanties. Volodymyr Zelensky doit également s'entretenir avec plusieurs responsables ukrainiens ce lundi soir, dont Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le premier ministre britannique Keir Starmer, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. On en reparle demain. Quatrième actu, au Chili, un pays d'Amérique du Sud, le candidat d'extrême droite José Antonio Kast a été élu président ce dimanche. Il a recueilli environ 58% des votes contre 42% pour la candidate communiste Janet Jara, selon des résultats officiels publiés ce lundi. Cet ex-député chilien de 59 ans est considéré comme ultra-conservateur. Catholique pratiquant et père de 9 enfants, il a fait campagne sur la lutte contre la criminalité et la promesse d'expulser les près de 340 000 migrants en situation irrégulière au Chili. Il est opposé à l'avortement, même en cas de viol, ainsi qu'au mariage homosexuel et au divorce. José Antonio Kast a également longtemps été un admirateur assumé du dictateur Augusto Pinochet, qui avait pris la tête du Chili par un coup d'État le 11 septembre 1973. Sa dictature, qui a été en place jusqu'en 1990, a fait 3200 morts et disparus en 17 ans, selon France Info. Il faut également savoir que José Antonio Kast est le fils d'un Allemand, membre du parti nazi, qui s'était réfugié d'abord en Argentine, puis au Chili. En tout cas, suite à sa victoire, des célébrations ont été observées partout à travers le pays, notamment dans la capitale, Santiago. En parallèle, des manifestants opposés à celui-ci sont également descendus sur la Plaza Italia à Santiago, où des dizaines de personnes ont été dispersées par la police à l'aide d'un canon à eau, selon la presse locale. Et si on regarde les réactions à l'international, c'est le président argentin Javier Milei, un proche du président américain Donald Trump, qui a été le premier à féliciter José Antonio Kast. La gauche recule, a-t-il écrit sur X, accompagnant son message d'une carte de l'Amérique du Sud, montrant le récent glissement du continent vers la droite. En France, Emmanuel Macron a félicité le nouveau président chilien pour son élection et a exprimé son souhait de continuer à travailler ensemble. Cinquième actu, à Hong Kong, l'homme d'affaires Jimmy Lai a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité nationale ce lundi par la justice. Jimmy Lai, c'est un milliardaire patron de presse de 78 ans, opposé au pouvoir chinois. Il faut savoir que Hong Kong appartient à la Chine, mais avait jusqu'en 2020 une relative autonomie. Le truc, c'est que cette autonomie s'est très fortement réduite à cause d'une loi sur la sécurité nationale mise en place en 2020 donc, qui a réduit les libertés civiles des habitants selon de nombreuses ONG de défense des droits humains. Et donc Jimmy Lai a été arrêté et incarcéré fin 2020, accusé de complicité avec des puissances étrangères et d'avoir menacé la sécurité nationale de la Chine. C'est l'une des figures les plus célèbres du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Ces médias Apple Daily et Next, qui sont parmi les plus critiques du régime du président chinois Xi Jinping, avaient soutenu les grandes manifestations de 2019 à Hong Kong et avaient appelé à des sanctions internationales contre les autorités
autorités. Sa peine n'a pas encore été prononcée, mais Jimmy Lai risque la prison à vie. Face au verdict, le Royaume-Uni a condamné, je cite, des poursuites judiciaires motivées par des raisons politiques, appelant à la libération de Jimmy Lai, qui dispose d'un passeport britannique. De son côté, le ministère des Affaires étrangères chinois a dénoncé auprès de la presse chinoise, je cite, la diffamation et la calomnie éhontée auxquelles se livrent certains pays. Et on finit avec cette actu, le musée du Louvre à Paris n'a pas ouvert ce lundi à cause d'une grève lancée par les syndicats. Au moins 400 salariés du musée se sont réunis en assemblée générale pour voter cette grève le matin même. Ils dénoncent, je cite, des conditions de travail toujours plus dégradées et la détérioration de l'accueil du public dans le musée, qui est l'un des plus visités au monde. Les syndicats parlent également d'un mépris des urgences bâtimentaires de la part de la direction, alors que le cambriolage d'il y a 2 mois a révélé de nombreux dysfonctionnements. Cette grève, elle est reconductible, ce qui signifie qu'elle peut être prolongée de jour en jour, sans date de fin fixée à l'avance. En fonction du nombre de salariés en grève et de la durée de celle-ci, le Louvre pourrait donc fermer certains de ses espaces, voire l'ensemble du bâtiment sur plusieurs jours. À noter que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a assuré aux syndicats qu'elle reviendrait sur la baisse de 5,7 millions d'euros de la dotation publique du Louvre prévue dans le projet de loi de finances pour 2026. En 2024, le musée avait bénéficié de 98,2 millions d'euros de subventions de l'État. Merci beaucoup Blanche. Alors je mets à l'approche des fêtes de fin d'année, vous souhaitez commander notre bande dessinée Hugo Décrypte en Russie, sur laquelle j'ai travaillé avec mon équipe pendant près de 3 ans. Et bien on a réouvert pour quelques jours le site qui vous permettait d'avoir à la fois la bande dessinée, mais en plus un livret bonus qui raconte les coulisses de la BD et comment est-ce qu'on a pu travailler dessus pendant tout ce temps. C'est ouvert juste pour quelques jours, et si vous commandez là en début de semaine, vous pourrez le recevoir sans problème avant Noël. Je vous mets le lien du coup directement en description. Prenez soin de vous, prenez nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.